Vous écoutez Interpol, les amants meurtriers. Deuxième partie. Derek et Nancy Essom ont été brutalement assassinés, lardés de coups de couteau, dans leur maison de Virginie. Le sentiment général était que les meurtriers n'iraient pas loin, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Terence Samuel, journaliste au Roanoke Times. Il s'est avéré que nous avions tort. Alors que l'enquête progresse rapidement, la fille du couple, Elizabeth, disparaît en compagnie de son petit ami Jens Hering. L'inspecteur Ricky Garner de la police du comté de Bedford craint d'avoir perdu la trace des suspects, qui pourraient ainsi échapper à un procès pour meurtre. 2 jours plus tard, les craintes des enquêteurs se confirment. La voiture de Jens s'est égarée dans le parking de l'aéroport. Et à cette époque, nous les soupçonnions déjà fortement d'avoir quitté le pays. J'ai contacté le bureau d'Interpol à Washington pour leur signaler que le couple était suspecté d'avoir tué les parents de la jeune fille. Mais les policiers américains n'ont pas encore suffisamment de preuves pour inculper Elizabeth Essom et Jens Hering. Nos seuls éléments à charge étaient le kilométrage de la voiture et le fait qu'il s'était enfui. Cela ne suffisait pas pour les inculper du double meurtre. John Imhoff est l'ancien directeur du bureau d'Interpol aux États-Unis. Malheureusement, Ricky Gardner n'avait pas assez de preuves pour motiver un avis de recherche prioritaire. Il lui a manqué un peu de temps pour avancer dans son enquête, prendre les empreintes de Jens Hering, ce qui lui aurait permis d'obtenir un mandat d'arrêt. C'est un nouveau coup dur pour les enquêteurs. Si Garner veut constituer un dossier solide contre les fugitifs, il lui faut plus que des preuves indirectes. Il lui faut établir le mobile du meurtre. Elizabeth affirme qu'elle adorait ses parents. Ils l'ont toujours choyée et l'ont envoyé faire ses études à Wycombe Abbey, un pensionnat britannique très huppé. Pourtant, selon ses proches, Elizabeth a fugué juste avant la cérémonie de remise des diplômes. Nous avons découvert qu'Elizabeth n'était pas aussi prude qu'elle voulait bien le faire croire lors de sa première audition. Nous avons appris qu'en fait, elle avait touché à différents types de drogues, dont l'héroïne et le LSD. À cette époque, elle filait un mauvais coton. Elle n'avait pas terminé sa scolarité. Elizabeth a quitté le pensionnat avec une amie. Depuis la Virginie, Derek et Nancy Essom ont mis tout en œuvre pour retrouver leur fille, mais Elizabeth s'est évanouie dans la nature. Quelques mois plus tard, les 2 jeunes filles réapparaissent au consulat britannique à Berlin. Elle s'était retrouvée dans une situation très précaire, en état de manque et vivant pratiquement dans l'indigence. Nous avons donc compris qu'Elizabeth avait une personnalité assez étrange. Pour autant, ses accidents de parcours ne faisaient pas d'elle un assassin ou un suspect de meurtre. Mais ça ne cadrait pas avec la jeune fille que nous avions interrogée la première fois. Les parents d'Elizabeth organisent son rapatriement aux États-Unis. Elizabeth avait donc 2 visages. D'un côté, la jeune fille modèle pensionnaire de Wycombe Abbey, et de l'autre, la toxicomane. À laquelle des 2 avions-nous affaire? À l'automne 1984, Derek et Nancy Essom inscrivent Elizabeth à l'université de Virginie. On lui attribue même une bourse prestigieuse. Mais Elizabeth reste une jeune femme perturbée. Elle n'accepte pas que ses parents aient la main mise sur son existence. L'inspecteur Garner se demande jusqu'où cette frustration a pu aller et quel est le rôle de Jens dans l'équation. Il interroge des étudiants de l'université de Virginie pour en savoir un peu plus. Peu après son arrivée à l'université, Elizabeth a été invitée à une soirée d'étudiants boursiers. C'est là qu'elle rencontre Jens Hering.
Fils d'un diplomate allemand, il a grandi en voyageant aux quatre coins du monde, comme Elisabeth. C'était un rat de bibliothèque, une sorte d'intello. Avant sa rencontre avec Elizabeth Haysom, à l'automne 1984, il n'avait jamais eu de relation amoureuse. Elle était plus âgée que lui, elle avait voyagé, elle avait un accent britannique, il la vénérait. Il était fou amoureux d'elle. Cette fille lui avait fait tourner la tête. Elisabeth et Jens sont inséparables. Ils vivent dans un univers à part. Derek et Nancy Haysom ont des opinions très arrêtées sur les relations amoureuses de leur fille, comme sur son éducation. Ils s'opposent à sa liaison avec Jens et rejettent totalement le jeune homme. Ils ne voulaient pas de lui. Il n'était pas assez bien pour leur fille. Garner pense avoir enfin trouvé un mobile au meurtre des Haysom. S'il a vu juste, alors deux assassins se promènent en liberté, quelque part dans le monde. Nous espérions que Jens et Elisabeth seraient arrêtés ou contrôlés à l'étranger et que leur nom apparaîtrait dans les fichiers d'Interpol, qui, à son tour, contacterait la police du comté de Bedford. Une fois en Europe, Jens et Elisabeth falsifient leur passeport pour échapper au contrôle de police. Le subterfuge fonctionne parfaitement. Ils se rendent en train à Paris, à Bruxelles, puis au Luxembourg, sans être inquiétés. Au Luxembourg, ils louent une voiture pour rallier Berne, en Suisse. Un fugitif peut choisir de se cacher n'importe où dans le monde. Et Ricky Gardner n'a pas eu la tâche facile, car il savait que Jan Söring et Elisabeth Haysom pouvaient passer les frontières sans aucun problème. De Suisse, les fugitifs rejoignent la Bulgarie, puis enfin la Serbie-Monténégro qui s'appelait encore la Yougoslavie. Sur une route de montagne, Elisabeth perd le contrôle du véhicule. Tous deux sont blessés dans l'accident, mais ils ne peuvent pas se permettre d'attendre la police. C'est trop risqué. Les fuyards abandonnent la voiture accidentée et montent dans un train pour Belgrade. De là, ils prennent un autre train pour l'Autriche. Une fois à Vienne, ils se retrouvent à court d'argent. Elisabeth est obligée d'effectuer un retrait d'espèces avec sa propre carte bancaire. Aujourd'hui, les transactions par carte bancaire sont enregistrées instantanément. Mais en 1985, il fallait 4 à 5 jours pour obtenir un retour sur une opération par carte de crédit. Pour brouiller les pistes, Elisabeth écrit une lettre à une amie et la remet au réceptionniste d'un hôtel de Salzbourg en lui demandant d'attendre quelques jours avant de la poster. Dans sa lettre, Elisabeth prétend que le couple continue son périple à travers l'Europe. Mais en réalité, il s'envole pour Bangkok. Dans l'impossibilité de trouver du travail en Thaïlande et désormais sans ressources, Jens et Elisabeth trouvent un nouveau moyen pour obtenir de l'argent. Tout d'abord, ils se fabriquent des faux papiers grâce à la complicité d'un photographe et d'un imprimeur thaï. Un garçon distingué et malin, voyageant en Asie du Sud-Est, n'a pas trop de difficultés à trouver quelqu'un qui accepte de lui fabriquer des faux papiers. Étant fils de diplomate, Jan Söring devait savoir à quel point c'était facile. Le couple utilise ces faux papiers pour acheter des chèques de voyage, puis ils déclarent les chèques volés et se font rembourser en espèces. Le 8 janvier, Elisabeth et Jens retournent en Angleterre. Ils se rendent rapidement compte que leur astuce de chèque de voyage ne marchera pas au Royaume-Uni, car les chèques y sont étroitement surveillés. Ils imaginent donc un nouveau stratagème. Avec leurs faux papiers d'identité, Jens et Elisabeth ouvrent des comptes dans plusieurs banques londoniennes. Ils se servent de leurs chéquiers et de leurs faux papiers pour effectuer des achats dans des magasins de luxe,
puis se font rembourser les articles en espèces. Leur nouveau plan fonctionne. En Virginie, l'inspecteur Ricky Garner et le bureau du shérif du comté de Bedford travaillent jour et nuit pour tenter de localiser les fugitifs. J'étais sur cette enquête depuis 17 ou 18 mois. J'avais envisagé toutes les hypothèses possibles pour expliquer ce meurtre. Ricky Garner, shérif adjoint du comté de Bedford. Et partout où j'allais, les gens me parlaient de l'affaire, me posaient des questions. Les enquêteurs ont connu des mois de frustration. Terrence Samuel, journaliste au Roanoke Times, couvre l'enquête en cours. Primo, ils ignoraient où étaient les fugitifs. Secondo, ils n'auraient pas su quoi faire d'eux s'ils les avaient capturés, car ils n'avaient aucune preuve contre eux, hormis le fait qu'ils avaient quitté les États-Unis. Les amants en cavale échappent à la police pendant 7 longs mois. Pourtant, en mai 1986, ils font une erreur capitale. Ils vivaient à Londres. Ils signaient des chèques sans provision dans des grands magasins, puis se faisaient rembourser les articles en espèces dans d'autres magasins. Jens et Elizabeth ont l'air distingués. Ils sont habillés avec élégance. Mais un vigile d'un grand magasin londonien remarque quelque chose d'étrange. Bien qu'ils soient entrés ensemble dans le magasin, ils feignent de ne pas se connaître. La police les arrête pour les interroger. L'inspecteur Terry Wright questionne le couple au poste de police du secteur. D'après leurs papiers, ils étaient de nationalité canadienne et prétendaient s'appeler Christopher Platno et Tara Lucino. Wright n'a aucun moyen de savoir qui sont réellement les deux prévenus. Ils avaient l'air de jeunes voyageurs, de jeunes étudiants. Jens et Elizabeth affirment qu'ils n'ont rien fait d'illégal. Ils autorisent même la police à perquisitionner leur appartement. À l'intérieur, Wright trouve des dizaines de sacs remplis d'articles. Chacun d'eux est accompagné d'un ticket de caisse valable. Mais en fouillant la pièce, l'inspecteur trouve des lettres et des journaux intimes, plusieurs passeports et une pile de chéquiers. Chaque compte a été ouvert dans une banque différente, sous un nom différent. Terry Wright examine les papiers du couple à la recherche d'éléments susceptibles de prouver la fraude. Quand nous avons mis la main sur leur vrai passeport, nous avons compris qu'ils s'appelaient en réalité Jan Söring et Elizabeth Haysom. Mais à ce moment-là, ces noms ne nous disaient rien. Pourtant, plus l'inspecteur lit, plus il devient mal à l'aise. Les lettres et journaux intimes du couple laissent à penser qu'ils sont en cavale. L'inspecteur Wright veut savoir pourquoi. J'avais l'impression qu'ils nous cachaient quelque chose de grave. J'ai dit à mes supérieurs que je les soupçonnais d'avoir commis un meurtre, même si le couple n'y avait fait aucune allusion directe. On m'a répondu très bien, poursuivez votre enquête, et c'est ce que j'ai fait. Le policier vérifie s'ils sont recherchés dans d'autres pays. J'ai demandé à Interpol de faire circuler tous les détails de l'affaire pour voir s'ils étaient recherchés ailleurs. Je leur ai envoyé la liste complète de leurs fausses identités, c'est-à-dire une quinzaine de noms. Et aussi une photocopie de leur vrai passeport. Et je leur ai demandé de transmettre l'information à un certain nombre de pays. Interpol retrace l'itinéraire des deux fuyards grâce à leurs journaux intimes, puis informe la police américaine qu'ils ont voyagé à travers l'Europe et aussi en Thaïlande. En arrivant au bureau un matin, j'ai trouvé un telex d'Interpol qui m'était adressé. Interpol confirme les soupçons de Wright. En plus des accusations d'escroquerie sur des chèques, Jens et Elizabeth sont soupçonnés de meurtre. En apprenant que nous avions arrêté Jan Söring et Elizabeth Haysom, Interpol a cherché à nous contacter pour nous faire savoir qu'il les soupçonnait fortement d'être les auteurs du meurtre de Derek et Nancy Haysom. Les hommes qui cherchaient à me joindre appartenaient au bureau du shérif du comté de Bedford aux États-Unis. Et l'inspecteur chargé de l'enquête s'appelait Ricky Gardner.
Quand j'y repense, j'ai la gorge serrée, car il y avait beaucoup d'émotions dans notre conversation téléphonique. J'étais sur cette affaire depuis 14 mois. Alors que quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il détient les suspects et les preuves de leur crime, c'était presque trop beau pour être vrai. Wright avertit l'inspecteur Garner qu'ils doivent agir vite. En Angleterre, les deux étudiants sont seulement accusés d'escroquerie. Il était possible qu'ils soient libérés sous caution, auquel cas on ne les reverrait probablement jamais. Ils seraient en mesure de se procurer de nouveaux faux papiers et ils disparaîtraient. 5 jours plus tard, Garner s'envole pour l'Angleterre. Toute l'affaire peut se jouer là. L'occasion ne se représentera peut-être plus jamais. Elizabeth Haysom se retrouve à nouveau confrontée à l'inspecteur Ricky Garner. Cette fois, elle lui dit la vérité. Elizabeth m'a longuement parlé de la haine qu'elle avait pour ses parents. Ils contrôlaient tous ses faits et gestes quand elle habitait à Lynchburg. Elle avait le droit de fréquenter tel garçon mais pas tel autre. Je crois qu'elle en a eu assez. Elle a convaincu Jens qu'elle voulait vivre avec lui, mais qu'il devait d'abord les débarrasser de ses parents à elle. Et il a accepté. Elle a planté la graine dans son esprit et il a accepté de la laisser pousser. Comme lors de sa première audition, Elizabeth dit à Garner que Jens et elle sont allés en voiture de Charlottesville, en Virginie, à Washington, où ils ont pris une chambre d'hôtel. Mais à présent, elle affirme que Jens n'est pas allé au cinéma. En réalité, il l'a déposé devant le cinéma et lui a dit d'acheter 2 billets pour se forger un alibi. De là, Jens s'est rendu en voiture au domicile des Haysom, à Boonesboro, en Virginie. Elle lui a mis cette idée en tête. Et quand il a quitté Washington ce jour-là, il a eu 4 heures pour changer d'avis. Mais il ne l'a pas fait. Il est allé chez eux et a fait exactement ce qu'il avait prévu de faire si les parents d'Elizabeth n'acceptaient pas leur liaison. C'est-à-dire de les tuer. Quelques heures plus tard, Jens retourne au cinéma. Il est couvert de sang. Il dit à Elizabeth qu'il les a débarrassés de ses parents, définitivement. Ils sont enfin libres de vivre leur vie ensemble. Elle était atterrée qu'il soit réellement passé à l'acte. Elle m'a déclaré que les choses avaient changé après que Jens eut assassiné ses parents. Ricky Garner, shérif adjoint du comté de Bedford. Parce que, jusque-là, c'était eux qui contrôlaient entièrement sa vie et lui dictaient sa conduite. Mais quand il l'a récupéré ce soir-là et qu'ils sont revenus à l'hôtel, les rôles se sont inversés et il est devenu celui qui contrôlait. Elle a perdu ses parents, mais elle a gagné Jens. Et il a pris leur place. Elizabeth Haysom est extradée vers les États-Unis pour y être jugée. En août 1987, elle raconte aux jurés ce que Jens lui a dit à son retour de Charlottesville le soir du crime. Il s'est rendu au domicile des Haysom après avoir déposé Elizabeth à Georgetown. Ils l'ont invité à manger un morceau. Eux-mêmes finissaient juste de dîner. Jens aborde le sujet de sa liaison avec Elizabeth. Il leur a dit qu'il aimait leur fille, il leur a demandé la permission de sortir avec elle car il avait l'intention de l'épouser. Or, M. Haysom était farouchement opposé à ce projet. Il lui a répondu « Non, fiston, tu n'es pas assez bien pour ma fille. J'ai le bras assez long pour te faire expulser du pays. Je te ferai virer de l'université. » Jens l'a ceinturé, l'a poussé par terre et lui a tranché la gorge. Jens s'en prend ensuite à Nancy Haysom. Les enquêteurs en sont maintenant certains. Jens Söring est responsable du meurtre sanglant de Derek et Nancy Haysom. En août 1989, Jens Söring est extradé vers la Virginie. Au procès, il tente de faire porter le chapeau à Elizabeth. D'après la déposition de Jens, c'est lui qui s'est occupé de leur alibi et c'est elle qui a tué ses propres parents. Les éléments de preuve relevés sur les lieux du crime donnent une version bien différente des faits.
La forme du pied de Jens correspond à la trace de pied ensanglanté trouvée chez les Essom. Son sang, du groupe O, a également été retrouvé dans la salle de bain des Essom. En 1987, Elizabeth Essom est reconnue coupable de complicité de meurtre et condamnée à 90 ans de réclusion. En 1990, Jens Söring est reconnu coupable de 2 assassinats. En vertu d'un accord avec le gouvernement britannique, les procureurs américains n'ont pas requis la peine capitale. Jens Söring est condamné à passer le restant de ses jours dans une prison de Virginie. Les amants qui ont tué pour rester ensemble passeront le reste de leur vie séparés par des barreaux de fer. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Alison Herkelens. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.